Nous sommes en guerre. Macron dit « nous sommes en guerre ». Est-ce qu'il a raison? Eh bien, pour une des premières fois depuis qu'il est président, bon, avant je ne le connaissais même pas, je suis d'accord avec lui. Nous sommes en guerre. Et comme nous sommes en guerre, je vais vous donner des conseils à tous les résistants, à tous ceux qui sont dans le bon camp, pour pouvoir la gagner, cette guerre. Et justement, il faut d'abord savoir quels sont les camps, quels sont les objectifs des partis en présence, sinon il n'y a aucune chance d'y arriver. Et c'est exactement le problème que je constate, et c'est pour ça que j'ai pensé très utile, indispensable, de faire cette vidéo. Sans être un grand stratège, tout le monde peut comprendre que pour gagner une guerre, il faut savoir qu'on est en guerre, il faut avoir identifié l'ennemi, il faut connaître les objectifs de l'ennemi et comprendre sa stratégie, c'est-à-dire la manière dont il va arriver à ses objectifs, sachant qu'une stratégie peut varier au cours du temps, au fur et à mesure des réactions de l'autre camp. Donc si vous avez compris la stratégie aujourd'hui et que vous prenez de bonnes mesures pour vous défendre, il est probable que votre ennemi va changer de stratégie pour contourner votre défense. Et donc nous allons travailler ensemble sur tous ces points de manière à que vous, en tant que résistant, vous puissiez gagner la guerre. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir à un point crucial. La vie sur Terre est en train de disparaître. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas en détail, ce n'est pas une actualité parmi d'autres. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec les manifestations contre le pass sanitaire. Eh bien, regardez cette vidéo et vous allez comprendre que le lien est extrêmement fort. Beaucoup de gens pensent que le problème principal est le réchauffement climatique. Eh bien, c'est une erreur. C'est-à-dire que le changement climatique est un problème, c'est plutôt un symptôme d'un problème plus profond. Alors, il pose des problèmes en soi, graves, certes, mais ce n'est pas le problème lui-même. Ce n'est pas une nouvelle idée, et regardez, je ne suis certainement pas le seul à le dire. C'est déjà un effondrement qui est en cours, puisqu'on sait que dans les 40 dernières années, on a perdu environ 60% des populations animales sauvages. Autrement dit, la vie est en train de mourir sur Terre. Et aujourd'hui, on est dans le cas d'une mort précoce, c'est-à-dire que le taux d'extinction est 100 à 1000 fois plus élevé que sa valeur normale. Autrement dit, bien évidemment, l'apparition des espèces ne contrebalance pas du tout le taux de disparition. Donc on est littéralement, au sens scientifique et incontestable du terme, au cœur d'une extinction massive. Et comme vous le disiez, c'est très multifactoriel. On parle beaucoup du réchauffement climatique, qui sera, à n'en pas douter, tout à fait catastrophique, mais pour l'instant, c'est pas ça la cause de l'extinction massive. On est actuellement à plus 1 degré, c'est pas encore dramatique. J'ai déjà parlé de ces sujets. Par exemple, dans une vidéo, en haut à droite de l'écran, Greta et les climato-sceptiques. Pour expliquer que, oui, il y a un réchauffement climatique, oui, il est d'origine humaine, mais non, ce n'est pas le problème principal. Des solutions, il y en a. J'en ai proposé notamment dans une de mes premières vidéos, ici en haut à gauche de l'écran. C'est très important de le comprendre parce qu'en réalité, les causes de ce réchauffement climatique sont les mêmes que les causes de l'arrivée massive de pandémies dont la Covid-19 n'est qu'un exemple. Comme je voulais faire cette vidéo-ci courte, j'ai fait une longue vidéo très détaillée pour vous expliquer et démontrer ce lien. C'est la grande vidéo que vous voyez ici à l'écran. Je vous invite à aller la voir après celle-ci si vous ne l'avez pas déjà vue. Vous êtes nombreux à l'avoir regardé en une semaine, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir après. Je vais résumer l'essentiel ici pour vous expliquer en même temps les raisons des décisions qui sont prises et les objectifs de ceux qui prennent ces décisions. Pour faire très très simple, je vais faire une analogie, ceux qui me connaissent savent que j'aime ça, où la biosphère, c'est-à-dire la partie vivante de la planète, celle que nous occupons, puisque nous faisons partie de la vie, est représentée par un bateau. Évidemment, vous l'avez compris, le bateau est en train de couler. Et donc, quand vous voyez des articles comme le précédent « Est-il trop tard ?», c'est un petit peu comme si on se demandait « Peut-on encore sauver le bateau ou non ?» Il y a bien un point de non-retour. Mais ici, ce n'est pas le sujet qui va m'intéresser le plus. Ce n'est pas le point de non-retour. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt les conséquences de cet effondrement ou de ce naufrage
et de voir comment est-ce que le pouvoir, les capitaines du bateau, si vous voulez, vont réagir. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, si le bateau coule, par exemple, les gens qui sont au fond du bateau, à fond de cale, eh bien, ils vont devoir s'enfuir, sinon ils vont mourir noyés. Évidemment, c'est une analogie. Les gens ne meurent pas nécessairement noyés dans la réalité, mais ils meurent de cet effondrement. Regardez cet article. On ne peut pas dire que le Figaro est un journal de propagande gauchiste écologiste. Il parle de 100 000 morts prématurées dues à la pollution de l'air rien qu'en France. Imaginez si on additionne toutes les pollutions du sol, de l'eau, de l'alimentation, de l'air bien sûr, et pas seulement en France, partout dans le monde. Ce sont des centaines de millions de victimes. Ce n'est pas du tout en détail. Et ces victimes sont, dans mon analogie, ceux qui sont morts au fond du bateau parce que le bateau coule. Mais lorsque le bateau coule, il y a des gens qui s'enfuient et ça explique une partie des problèmes d'immigration. Alors, pour plusieurs raisons, je ne vais pas parler de l'immigration ici. Je vous reparlerai d'immigration, mais je ne vais certainement pas perdre du temps avec ça ici, puisque ce n'est pas le sujet. Et puis c'est un sujet extrêmement clivant, et je n'ai pas envie de vous perdre, quelles que soient vos opinions politiques, en cours de route. Mais en plus de faire fuir les gens, quand le bateau coule, eh bien, on perd des ressources. On perd, par exemple, de la nourriture. La nourriture qui était à fond de cale est perdue. S'il y avait de l'eau potable à fond de cale, elle est perdue. Donc, on se retrouve avec une humanité qui est concentrée sur des zones vivables, mais qui se réduisent, et avec des ressources, donc de l'eau, de la nourriture et d'autres ressources, de l'énergie, etc., en diminution. Je pense que tout le monde comprend bien qu'il y a un problème. Dans mon autre vidéo que je vous conseille d'aller voir après, j'explique ça, non pas avec une analogie, mais avec la réalité proprement dite et des montages qui permettent de le comprendre. Ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que va décider le pouvoir, qui est représenté ici par le capitaine et son équipage. C'est eux qui dirigent le bateau. Que vont-ils faire? L'équipage occupe une partie agréable du bateau. Et comme ils vivent dessus une quantité de temps bien supérieure à celle des passagers, et comme ils doivent diriger dans de bonnes conditions, ils doivent bien voir la mer, ils doivent être reposés pour ne pas faire des erreurs de pilotage, on peut comprendre que les dirigeants aient un confort de vie supérieur à la moyenne. Bon, dans la réalité, que les dirigeants vivent mieux que le peuple, on peut en discuter, c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais concrètement, c'est la réalité. Les dirigeants de tous les pays du monde vivent mieux, en moyenne, évidemment, que leur peuple. Maintenant, en cas de naufrage, on pourrait penser qu'un équipage honnête ferait monter une partie des gens à leur étage, partagerait leur cabine, partagerait leur nourriture, parce que, évidemment, il faut s'entraider pour survivre dans cette épreuve. Ça paraît humain, ça paraît normal, mais on peut se poser la question, est-ce que le pouvoir aujourd'hui, qui est représenté par des milliers de personnes, qui sont des présidents, qui sont des ministres, qui sont des administrateurs de multinationales, etc., est-ce que ces gens sont partageurs, humanistes, ou est-ce que ces gens ont l'habitude de garder un maximum de pouvoir et de moyens, donc d'argent, pour eux? Eh bien, franchement, si vous croyez que ce sont tous des humanistes, vous êtes extrêmement naïf. J'ai plein de preuves à vous apporter que les décisions qu'ils prennent sont en leur faveur. Mais quand on annonce des choses et qu'elles se réalisent, on obtient un tout petit peu de plus de crédibilité. Au mois de novembre passé, quand j'étais en Turquie, j'ai fait une vidéo qui parlait déjà de ce sujet. Et j'ai annoncé dans cette vidéo que la crise allait être en prétexte pour prendre des décisions et que ces décisions allaient enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. Et qu'est-ce qu'on voit déjà maintenant? Encore une fois, je n'ai pas pris un journal de propagande ou Oxfam, j'ai pris France Info. Regardez, malgré la crise, des milliardaires plus nombreux et plus riches. Bon, moi, j'aurais écrit « Profitant de la crise, les milliardaires sont plus nombreux et plus riches ». Donc, ce que j'avais annoncé a lieu. Ce n'est pas du tout de la science-fiction ou du complotisme. Donc, on est dans une situation où des gens vivent très bien, contrôlent une grande partie de l'humanité, et l'humanité se retrouve dans une situation
le peuple donc, dans une situation difficile, avec des conflits en tout genre, des conflits sociaux, des problèmes de santé, etc. Et la question c'est, comment est-ce que ces dirigeants gèrent les choses, quels sont leurs objectifs, et est-ce que nous, on va les laisser faire ou pas? Là, c'est le pass sanitaire, demain ce sera le pass climatique, le pass écologique, Non, le pass citoyen, le pass politique, le pass machin chose. On est parti dans un truc épouvantable. Ce monsieur nous dit, et après le pass sanitaire, on va avoir le pass climatique, on va avoir le pass, je ne sais plus, antiterroriste, etc. Et vous voyez ce qui est en train de se passer. C'est qu'on comprend l'agacement, on comprend le rejet de ces passes qui pourraient se multiplier et fusionner. Et donc c'est bien ça l'idée du crédit social. Imaginez que vous avez un pass climatique. On vérifie ce que vous consommez comme carburant, ce que vous produisez comme déchets, etc., etc. Puis à côté de ça, vous avez le pass sanitaire. Puis on pourra encore imaginer un pass pour des gens qui sont fichés S ou soupçonnés de terrorisme, pour les empêcher de rentrer dans des magasins où on peut trouver du matériel pour faire du terrorisme, sachant qu'on peut faire du terrorisme avec à peu près tout. On fusionne tout ça, on n'est plus très loin du crédit social. Et donc on voit qu'il y a une partie des gens, comme ce Yvan Rioufol, qui rejettent ça. Mais comme ils ne comprennent pas tous les détails, par exemple, je ne connais pas son avis sur le climat, mais je le sens bien comme climato-sceptique, eh bien, quelle est la réaction ? Une réaction classique, c'est de dire on veut nous empêcher de vivre libre à cause du réchauffement climatique, eh bien on va dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. On veut nous empêcher de vivre libre avec comme excuse la Covid-19, on va dire qu'il n'y a pas de Covid-19. Regardez, ce sont des articles encore récents de gens qui nient l'existence de la pandémie. Et vous voyez, ces réactions extrêmes et non scientifiques affaiblissent l'opposition. Parce que ce n'est pas crédible. Il y a bien un réchauffement climatique, il y a bien une pandémie. Mais le réchauffement climatique et la pandémie sont des symptômes d'un problème, ce ne sont pas les problèmes les plus graves. Et donc, oui, bien sûr, il faut en tenir compte, mais on ne va pas changer toute notre vie à cause de ça. C'est un tout petit peu plus nuancé. Et donc, dans cette grande vidéo, je vous explique le lien, que c'est la même cause, les pandémies et le réchauffement climatique, et c'est à ça qu'il faudrait s'attaquer. Et en s'y attaquant, il est possible qu'on doive prendre certaines restrictions de liberté. Et c'est ça toute la stratégie. Et c'est pour ça que ça a lieu maintenant. Et c'est pour ça que ça a lieu comme ça. Et je vous invite vraiment à réfléchir. Je vous mets juste une toute petite séquence d'Aurélien Barraud. Je crois en effet que si on veut sauver la vie sur Terre, il est probable qu'il faille prendre un certain nombre de mesures un peu autoritaires ou liberticides. Vous entendez ce qu'il dit ? Il dit, il est probable qu'il faille prendre des mesures coercitives. Je reprends mon analogie du bateau qui coule. Vous comprenez tous bien que si vous êtes sur le pont, que vous voyez l'eau qui devient de plus en plus proche et que le bateau est en train de s'enfoncer, vous espérez de la part de l'équipage qu'ils prennent des décisions pour arrêter la catastrophe. Donc si vous voyez l'effondrement du vivant, et c'est le cas d'une grande partie d'entre nous, vous avez envie que le pouvoir prenne des décisions pour arrêter cette catastrophe. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, si l'équipage arrive et dit « il faut jeter tout ce qui est lourd par-dessus bord », et alors on va pouvoir tenir jusqu'à en port ou jusqu'à en bateau de secours, etc. Mais la majorité va le faire, même si ça va être avec un pincement de cœur qu'on va perdre certaines choses auxquelles on tient. Il y a une partie qui ne voudra peut-être pas, mais il faudra peut-être les y contraindre, parce qu'il faut mieux contraindre des gens à prendre des mesures désagréables contre leur gré, que laisser tout le bateau couler avec toutes les victimes. Si l'équipage arrive et dit on va prendre une mesure pour sauver le bateau, il y a des gens qui ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, qui vont dire oui, on a peur que le bateau coule, on accepte vos mesures. Sauf que les mesures qu'ils sont en train de prendre ne vont pas aider à diminuer la vitesse à laquelle s'enfonce le bateau, ils sont en train de construire un mur pour que vous ne puissiez pas envahir leur étage et profiter de leur espace et de leurs ressources. Ainsi, ils pourront continuer à vivre bien pendant que vous vous noyez. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer, et j'insiste pour que vous écoutiez bien, vous compreniez bien l'analogie. Le pouvoir sait que le vivant s'effondre, il sait qu'une partie du public conscient attend des mesures, ils font croire qu'ils prennent ces mesures, mais ces mesures sont là pour protéger leur confort, leur mode de vie et leur pouvoir, et non pas du tout dans votre intérêt. C'est ça qui est en train de se passer. Et le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, ne sont que des
brique dans la construction du mur qui va nous empêcher d'envahir leur espace de vie. Le problème, c'est que ce n'est pas le pass sanitaire qu'ils veulent, ils s'en foutent. La vaccination, tant mieux si ça fait de l'argent, mais ce n'est jamais qu'un moyen. Ceux qui veulent, au final, c'est une situation où, quand votre niveau de vie va s'effondrer parce que la planète, la biosphère ne peut plus vous donner le niveau de vie que vous avez, et que vous verrez qu'eux continuent à vivre en se gavant, vous n'allez pas être d'accord. Vous allez vous révolter. Seulement, ils auront pris les mesures nécessaires, notamment de surveillance électronique, pour que vous ne puissiez plus vous révolter. Et donc, c'est maintenant qu'il faut les empêcher de prendre ces mesures. Si vous ne les empêchez pas, quand votre niveau de vie va s'écrouler, il sera trop tard. En fait, normalement, votre niveau de vie aurait déjà dû s'écrouler. Mais ils ne veulent pas, pour l'instant, parce que leur mesure, on va dire le crédit social, n'est pas prêt. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils impriment de l'argent, virtuellement. Tant qu'ils impriment de l'argent, vous avez l'impression que ça va encore plus ou moins, on empêche les sociétés de faire faillite, donc il y a encore du boulot, donc on garde plus ou moins notre niveau de vie, artificiellement. Mais dès que leur système de surveillance sera parfaitement en place et que tout risque de révolution sera écarté, eh bien ils arrêteront simplement d'imprimer cet argent et à ce moment-là, le niveau de vie s'effondrera, mais vous n'aurez plus les moyens de faire la révolution et de les empêcher de vivre comme ils le souhaitent. Si vous comprenez ça, alors on peut encore gagner. Regardez ce titre. Qu'est-ce que vous pensez d'un certificat électronique de vaccination valable au niveau mondial? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est exactement l'embryon du crédit social mondial? Voilà plusieurs fois que je vous parle du crédit social. Il y a quelques années, quand j'en parlais, je me faisais traiter de complotiste. Et puis on m'a dit ce ne sera jamais qu'en Chine. Pourtant, regardez, voici un article de la RTS, qui est un journal suisse parfaitement sérieux, qui a diffusé en commentaire « Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». Alors jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas 7 milliards de Chinois, et donc on parle bien de la population mondiale. Ils décrivent comment c'est bien implanté en Chine, et maintenant généralisé. On parle de 600 millions de caméras, soit près de 1 caméra pour 2 personnes. Autrement dit, c'est une surveillance constante partout. Les États sont prêts à mettre leur confiance dans cette technologie, et si vous n'en avez pas la preuve, en voici une. À Pékin, dans le nouvel aéroport, on ne doit même plus montrer sa carte d'identité ou son passeport. Les autorités estiment que l'identification par la caméra est suffisante. C'est bien la preuve qu'ils font confiance à cette technologie. Si vous ne croyez pas que la crise du Covid va être un prétexte pour généraliser ce genre de technologie, voici une nouvelle toute fraîche qui nous vient d'Australie. Le sud du pays a décidé de faire un essai, d'accord, ce n'est qu'un essai, mais fait qu'on essaie quelque chose, c'est pour le mettre en place finalement, de quarantaine à la maison. Regardez, les personnes seront géolocalisées et suivies avec un dispositif de reconnaissance faciale. Ce n'est plus de la science-fiction. Et la France. Vous remarquez que je prends souvent des articles de droite. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on me dise que je prenne des sources orientées, anticapitalistes, etc. Par exemple, les Échos. Ils parlent de la reconnaissance faciale qui arrive en France. Donc vous voyez, on n'est pas non plus dans de la science-fiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article date du 15 octobre 2019, où on dit que la technologie est prête à être installée dans un mois, mais regardez, face à l'avalanche de critiques parues sur les réseaux sociaux, le gouvernement a déclaré qu'il préférait temporiser. Mais temporiser en attendant quoi? Eh bien, en attendant une bonne excuse pour le démarrer. Et l'excuse pourrait être la crise. Mais comme les Français ne sont pas du genre à se laisser faire, ils manifestent contre le pass sanitaire de façon peut-être trop intense, et le gouvernement va attendre une nouvelle excuse, une bonne excuse, le terrorisme. Mais est-ce qu'on est face à une menace terroriste maintenant? Eh bien, hasard de calendrier pour les uns, peut-être une décision consciente pour les autres, c'est toujours difficile d'être certain. Mais en tout cas, on va dire que pour ceux qui veulent généraliser ce genre de technologie de surveillance,
le retrait brutal de l'armée américaine et des Occidentaux de façon générale d'Afghanistan tombe particulièrement bien. Je vous laisse écouter ces séquences. Les fusils d'assaut américains ont remplacé les vieilles Kalachnikov, illustration de leur précieuse prise de guerre. En reportage à Kaboul, un journaliste américain raconte à quel point certains talibans se confondent désormais avec les forces américaines. Sur la route de l'aéroport, vous passez un premier checkpoint américain. Ensuite, vous vous dirigez vers ce qui ressemble à un autre checkpoint américain. Là, vous voyez des hommes en uniforme, des soldats en noir. Ils portent des lunettes de protection, des armes récentes, des M4 en parfait état. Ils savent les porter, mais ce ne sont pas des soldats américains. En fait, ce sont des talibans. Sur cette autre vidéo diffusée sur Internet, des talibans affirment avoir saisi des hélicoptères de fabrication américaine. Du matériel de guerre, des équipements militaires qu'ils n'ont eu aucun mal à saisir selon certains experts. C'est absolument pas compliqué pour les talibans de récupérer l'ensemble de l'armement qui gît pratiquement au sol, puisque les Américains avaient pour mission de moderniser l'armée afghane et donc du coup de leur fournir un matériel de haute pointe et de haute précision. Des armes par milliers abandonnées par l'armée afghane en déroute, comme ici dans un hangar sur un parking de l'aéroport de Kaboul. Pour les États-Unis, l'histoire se répète. Il se passe exactement la même chose qui s'est passée en 2014 lorsque Daesh a pris Mossoul et tout l'équipement de l'armée irakienne et a réussi à supplanter l'armée irakienne. Et bien là, c'est pareil. Aujourd'hui, 1 mois et demi pour que les talibans prennent le pouvoir. Et pour reprendre une expression de Patrice Franceschi, qui connaît très bien l'Afghanistan, qui est un aventurier, qui a travaillé aux côtés des résistants afghans pendant la période soviétique, en 2010, il me disait les Américains ont fait pire que les Soviétiques à l'époque. Ils ont réussi à transformer cette grande zone régionale en une poudrière anti-occidentale. Voilà ce qui aujourd'hui menace peut-être de à nouveau prendre corps dans les mois, les années qui viennent. Très important. Est-ce qu'avec tout ça, on va revenir à la vie normale? Il y a une minorité de gens qui répondent jamais, donc une majorité de gens qui pensent que oui. La mauvaise nouvelle, c'est que on n'y arrivera jamais. Non pas parce qu'on ne pourrait pas renverser les gouvernements, on ne pourrait pas gagner les révolutions, ça c'est possible, mais parce que notre monde d'avant est trop polluant et provoque un effondrement trop brutal de la vie sur Terre, il n'est pas durable, donc on ne peut pas y revenir. Alors qu'est-ce que fait le gouvernement? Le gouvernement évidemment nous ment en disant si vous acceptez nos mesures, on va revenir à la vie normale. Donc le retour à la vie normale, on nous l'annonce tous les 8 jours. Cet été pourrait être un été du retour à la normale progressif et il n'y aurait sans doute pas alors de vagues supplémentaires à venir. Mais on retrouvera une vie normale et je le dis aux Français, il faut tenir quelques semaines et on va y arriver. Je pense que la priorité de la nation, là, c'est d'essayer de retrouver progressivement une vie normale, de nous protéger avec le vaccin. Mes chers concitoyens, je le dis, je le ressens, nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale. Et comme les gens sont fatigués des confinements, des couvre-feux, des restrictions de voyage, etc., ils vont soutenir, probablement en majorité, les mesures gouvernementales. Et puis ils le disent carrément eux-mêmes. Si vous n'acceptez pas nos mesures, alors on va être obligé de confiner. On va être obligé de mettre des couvre-feux, etc. Donc c'est un véritable chantage. Vous acceptez nos mesures, mais remarquez que ces mesures ne règlent absolument pas le problème de l'effondrement. Ce sont des mesures liberticides qui n'ont qu'un objectif, nous empêcher de nous révolter quand nous verrons que les mesures qui ont été prises ne nous empêcheront pas de sombrer dans la pauvreté et dans la misère avec l'effondrement du vivant qui est en cours et pour lequel les gouvernements ne font pratiquement rien. Il est temps de conclure. J'avais promis une vidéo relativement courte, sachant qu'on peut approfondir dans de nombreux documents que j'ai déjà publiés. Je vous remettrai le lien en description d'une page sur laquelle j'ai plusieurs articles, plusieurs vidéos qui parlent de tout ça. Mais maintenant, on est à la rentrée 2021. Les manifestations vont reprendre de plus belle. Les gens vont voir concrètement les restrictions de liberté qu'apporte le nouveau système de passe sanitaire, etc.,
encore plus que pendant les vacances. Certains vont perdre leur travail. Donc, les contestations, c'est maintenant. Pour avoir une chance de gagner, qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Vraiment, c'est très important. Écoutez très très attentivement. 1. Il faut que vous réfléchissiez entre vous, c'est pas à moi tout seul de dire quel est le monde d'après Covid. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite d'aller voir, où je vous explique qu'il y a des conditions pour rendre ce monde durable, mais que les décisions à prendre devraient l'être de façon démocratique. Quand vous avez déterminé, dans les grandes lignes, le mode de vie futur, il faut commencer à le mettre en place, pour plein de raisons. Parce que ce nouveau mode de vie, de 1, il faut vous habituer à le mettre en pratique, et vous rendre compte qu'il n'est pas si désagréable. De 2, parce que il vous permettra d'être en bonne santé. Un monde durable, c'est un monde de gens en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, on n'a pas peur des virus. Ça, c'est vraiment très important. J'en parle dans une autre vidéo également que je vous invite à aller voir. Et surtout parce que si vous choisissez intelligemment votre mode de vie, vous allez encourager les entreprises, les organismes qui favorisent l'arrivée de ce nouveau mode de vie. Exemple très concret. Je ne vais pas parler ici de boycott, parce que le boycott, c'est quelque chose de négatif, c'est encore une restriction. Je vais le présenter de façon constructive. Si chaque fois que vous achetez à manger, vous l'achetez à une petite ferme, bio, locale, qui ne détruit pas l'environnement, vous favorisez l'avènement d'un monde qui ne détruit pas l'environnement et qui est sain pour votre santé et qui n'est pas pollué. Ça, c'est limiter la vitesse à laquelle s'enfonce le bateau dans l'eau. Si je dis boycotter, vous savez, les grandes marques, je ne vais pas les citer, on a déjà entendu ça plein de fois, on a l'impression qu'on se prive, alors que là, je vous dis, vous avez un petit peu d'argent, vous avez besoin et envie d'acheter à manger, achetez quelque chose de sain pour vous. D'abord, vous serez en bonne santé et vous n'aurez pas peur des virus, et en plus, vous favorisez l'avènement du monde de vie durable. Et si le monde de vie est durable, on n'a plus besoin de passe sanitaire, etc., etc. Vous voyez, ni de crédit social. Les manifestations seules ne suffiront pas. C'est pas pour ça qu'il faut les arrêter. Il faut faire des manifestations et prendre d'autres mesures comme mettre en place le monde futur petit à petit et encourager tous les organismes qui vont dans ce sens, décourager ceux qui vont dans le sens opposé. C'est vraiment très important. Ne croyez pas à l'arrivée d'un homme ou d'une femme providentielle comme un nouveau président ou une nouvelle présidente en France qui pourrait tout changer. Bien sûr, ce serait bien d'avoir un président qui est notre allié, qui a les mêmes objectifs, qui est passionné, qui est idéaliste. On serait beaucoup plus fort qu'avec un président qui est complice, qui fait partie de cette oligarchie, qui veut nous contrôler pour pouvoir continuer à surexploiter les ressources dans leur intérêt et nous laisser les miettes. Ce serait mieux. Je vais en reparler dans d'autres vidéos puisque les élections présidentielles se rapprochent, mais ne comptez pas sur cette étape pour tout changer. Ça ne changera pas tout, quelle que soit la personne élue. Par contre, je vous montrerai que beaucoup de candidats ne changeront absolument rien et que passer de blanc bonnet à bonnet blanc, là, c'est se tirer une balle dans le pied. Voilà. J'espère que j'ai réussi à faire passer mon message, qui est un message positif, constructif, qui est de dire « Comprenez le conflit dans son ensemble entre une majorité de l'humanité et une oligarchie. L'oligarchie sait que l'effondrement du vivant va faire que notre mode de vie ne peut plus continuer, et donc ils veulent organiser un nouveau mode de vie dans leur intérêt, à votre détriment, et ce n'est possible que s'ils mettent en place des mesures qui vous empêcheront de vous révolter quand vous comprendrez ce qui est en train de se passer. Et donc, ma petite contribution à cette histoire est d'essayer de vous montrer le plus tôt possible ce qui est en train de se passer. Et si vous ne me croyez pas capable de faire des projections un peu intelligentes, pour ceux qui ne me connaissent pas, allez voir mes vidéos que je publie depuis environ 3 ans, notamment sur ces sujets, et vous verrez qu'à peu près tout ce que j'ai dit s'est réalisé ou est en train de se réaliser. Et donc, ça devrait donner un petit peu de crédit à ce que je vous dis.
tout en sachant que je ne vous demande absolument pas de me croire sur parole. Essayez de vérifier tout ça par vous-même si vous ne le voyez pas déjà comme une évidence. Moi, je le vois comme une évidence et je vois tous les jours dans les médias des preuves de mes propos. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à demander des preuves, à apporter des preuves ou la contradiction, et je continuerai bien entendu à partager des vidéos avec vous, parce que je pense que septembre 2021, on passe d'une guerre larvée à une guerre aiguë. Enfin, pourquoi est-ce que cette guerre aiguë a particulièrement lieu en France? Écoutez bien cette dernière information. Il y a plein de gens dans le monde qui vont accepter le crédit social sans broncher. J'ai vu des pays, quand j'étais en Malaisie, notamment j'ai lu dans la presse locale, que la Malaisie, Singapour et d'autres pays sont intéressés par acheter à la Chine les ordinateurs nécessaires, la technologie 5G, pour mettre en place la même chose, parce qu'ils voient que ça marche bien. Je ne pense pas qu'il y aura des révolutions dans ces pays, parce que la plupart des gens sont prêts à l'accepter, parce qu'ils voient des intérêts pour leur sécurité, par exemple. En Afrique, il y a beaucoup de pays, je ne les connais pas tous, mais j'en connais plus de 20, même plus de 25. Je sais que des pays comme la Tanzanie vont l'accepter tout de suite. Ils adorent ce genre de choses. Je pourrais l'expliquer pour des raisons historiques, mais je n'ai pas le temps ici, on a d'autres choses à faire. Mais qui va jamais, quels sont les peuples qui ne vont jamais accepter une telle surveillance sans broncher? Je dirais que le premier au monde, c'est la France, c'est quand même le pays de révolutionnaires. Et c'est pour ça que la guerre aiguë commence en France, avec quelques autres pays. Regardez ce qui se passe en Australie, c'est pas triste, mais la France est un des épicentres de ce nouveau conflit. Pensez-y quand vous allez aux manifestations ce samedi ou les samedis suivants, ou pour d'autres actions plus musclées. Je vous encourage, avec vos leaders, il y en a plusieurs, il y a des gens en France qui travaillent avec le cœur, qui sont des vrais idéalistes. Je ferai d'ailleurs des vidéos également pour les interpeller, pour m'assurer qu'ils aient bien compris, parce que je crois que ce n'est pas le cas, ce que j'explique ici dans cette vidéo. Bon courage et croisons les doigts, nous sommes plus nombreux, nous décidons avec notre cœur et non pas pour des intérêts froids, et ça nous donne un avantage considérable, nous pouvons gagner.